Toujours en politique, Benno Siggil Sénégal exige l'arrêt des attaques contre leur leader Moustapha Niasse, une exigence qui s'adresse particulièrement à Maître El Hadji Diouf et Moustapha Cissé Lo. Seydou Guissé Sall est le porte-parole du jour. Ces propos sont recueillis par Aminata Baresso et Alioune Diagne. Récemment, pour continuer dans la même foulée, nous avons entendu certains amis du président de la République, membres de l'APR, s'attaquer à notre leader Moustapha Niasse et le traiter de tous les noms. Qu'est-ce qu'ils lui reprochent? Pourquoi ils en veulent tant à Moustapha Niasse? Moustapha Niasse, aujourd'hui, remplit toutes les qualités pour être au perchoir. Oui. Il remplit toutes les qualités. Monsieur Moustapha Cissé Lo s'en prend régulièrement à notre leader. Et nous voulons que ça cesse. Ce n'est pas responsable, ce n'est pas digne d'un ami avec qui nous partageons la même coalition. Et puis, Cheikh Tidiane Diaw, les mareyeuses attendent la perche du ministre de la Pêche. Elles veulent plus d'assistance. Leur secteur est en proie de grosses difficultés, d'où la tenue d'un forum ce matin. La présidente Fatou Faye est interrogée par Daniel Diouf et Madani Marega. Les mareyeurs ont des problèmes, les transformateurs également. Voilà l'objet de ce forum, qui est une occasion pour sensibiliser le ministre de la Pêche, ses collaborateurs et le président de la République. Le but étant de conjuguer les efforts pour sauver le secteur. Le ministre de la Pêche, Pape Diouf, assure la corporation de la disponibilité du gouvernement. Je vous propose de l'écouter. Il est toujours interrogé par Daniel Diouf et Madani Marega. Effectivement, la pêche a des problèmes du point de vue de la rareté de la ressource aujourd'hui, dû au fait qu'il y a une forte pression, une forte exploitation, je dirais même une surexploitation. C'est ce qui a effectivement motivé certaines mesures que nous avons prises ces temps-ci, mais également nous tenir aux côtés de ces professionnels et des disons des agents du métier pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions. Je ne veux pas donc anticiper sur les ateliers et les conclusions qui vont être tirées. En tout cas, je viens tout simplement représenter le gouvernement et dire notre disponibilité, en tout cas à les accompagner, à les écouter, pouvoir ensemble trouver des solutions. La CNES demande, Cheikh Tidiane Diaw, l'assainissement du secteur du tourisme. La Confédération nationale des employeurs du Sénégal a fait cette proposition au ministre de la Culture et du Tourisme qui était en visite dans les locaux de l'organisation patronale. Mansour Kama est interrogé par Chérif Dia et Ababakar Kamara. Nous les avons, je pense, recensés avec le ministre. Il y a d'abord, en ce qui concerne le secteur de la culture, une trop forte concentration sur Dakar des infrastructures culturelles. Donc nous avons souhaité, avec lui d'ailleurs, et il l'a compris, une décentralisation pour qu'au niveau de toutes les régions, il puisse y avoir des infrastructures et qu'on puisse redynamiser la culture. Si on veut parler du tourisme pour aller vite, je dirais qu'il y a des questions d'urgence et il y a des questions qu'il faut résoudre dans le court, le moyen et le long terme. En matière d'urgence, je pense qu'il y a un assainissement du secteur nécessaire que d'ailleurs le ministre appelle le Set-Setal, qui rejoint aussi bien les préoccupations en matière de sécurité, mais aussi de lutte contre la para-hôtellerie, contre la dégradation des mœurs qu'il y a du fait du tourisme informel dans un certain nombre de sites, pour donner au Sénégal quand même une position dans le monde d'un pays où c'est une bonne destination, mais une destination saine. Et puis le ministre du Tourisme et de la Culture a réaffirmé sa volonté de se concerter donc, avec les acteurs donc, de ce secteur. Une manière, selon lui, d'asseoir une meilleure politique culturelle et touristique. Youssou Ndour, toujours interrogé par Chérif Dia et Abba Kamara. Et je crois que c'est à nous maintenant de comprendre que le secteur privé, nous ne travaillons pas pour le secteur privé, nous travaillons ensemble. Et dans cette démarche-là, peut-être c'est ma déformation, je viens de ce secteur-là, mais c'est très enrichissant parce que bon, nous pourrons régler beaucoup de problèmes. Il faut avoir une base et le plus largement possible de consensus.
parce que je crois que bon, si par exemple tout à l'heure vous avez vu les hôteliers ont parlé, tout de suite les restaurateurs commencent à parler. Donc il faut une cohérence et moi j'ai pas de doute autour des qualités que nous avons, des gens d'abord qui sont dans le secteur pour nous aider à avoir une cohérence autour de la politique culturelle et touristique. Alors Khalifa Diakhaté, c'est cet élément qui met fin à la page actu de ce soir. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane Diaw. Tout à l'heure, pour la page des sports éducation à présent, le privé et le public ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Après plusieurs mois de grève des professeurs, les établissements publics rament pour le rattrapage du retard sur le programme. Le privé, pour sa part, est presque au terme des disciplines enseignées à l'école. Fatih Dieng, Adama Ababakar Kamara. C'est l'ambiance des grands jours à l'heure de la pause au lycée John Fitzgerald Kennedy. Depuis quelques jours, élèves et enseignants ont regagné les salles de classe. Moi, en ce qui me concerne, je dirais même 10% parce que j'ai une classe de terminale L et je n'ai pu que faire des révisions du programme de première. Donc je n'ai même pas encore entamé le programme de terminale. De toute façon, on fera notre possible. Voilà. À cause de la grève de leurs professeurs, les élèves des écoles publiques sont en retard. Leur programme est loin d'être terminé. Actuellement, le programme, ça ne marche pas. Hein. Le cours vient de démarrer le mercredi passé. Pour le bac, on est sûr de rien, on est sûr de rien encore. Nous sommes les élèves en classe d'examen. Et puis les programmes, on ne peut pas les continuer jusqu'au mois d'août. Autre endroit, autre décor, l'école Saldia. Ici, les élèves n'ont pas connu de perturbations majeures. On suit le rythme normal parce qu'on n'a pas eu de perturbations. C'est vrai qu'on nous a sorti peut-être 1 ou 2 fois, mais sinon le rythme est pris normalement. Si le bac est décalé, ça a vraiment un impact. Malheureusement, pour nous en tout cas, ça va être assez éprouvant. On a régulièrement fait les cours. Si nous devons continuer jusqu'en août, ça va être quand même assez éprouvant, surtout pour les enfants. Les examens du BFM se feront en 2 sessions. La première aura lieu dans la première quinzaine du mois d'août 2012, la deuxième au mois de novembre. Pour le baccalauréat, le ministre de l'Éducation n'a pas encore donné de date précise. Abrogation du décret sur la surtaxe sur les appels entrants. Le projet de loi avait été, je le rappelle, très controversé. Les syndicalistes du secteur des télécommunications ont à plusieurs reprises montré leur désaccord. Le protocole d'accord signé samedi concerne également l'augmentation des impôts pour les entreprises des télécommunications. Ibou Diouf et Diafar Abba. La surtaxe sur les appels entrants au Sénégal a toujours fait l'objet d'une vive polémique entre l'État, les opérateurs des télécoms et les consommateurs. Un autre feuilleton peut-être avec l'abrogation du décret portant surtaxe sur les appels entrants et l'augmentation de l'impôt sur les sociétés de télécom. Depuis 2 ans, nous nous battons contre cette mesure. Ça remonte à 2010. Et nous nous étions mobilisés parce que simplement nous considérions que c'est une mesure inopportune et anti-économique, en tout cas pour le secteur. Les opérateurs de télécom du Sénégal à l'unanimité se sont retrouvés contre cette mesure car les analyses en termes d'impact négatif sont presque identiques. Et ça s'est traduit pour les opérateurs tels que Sonatel, Tigo, Expresso par une baisse du volume du trafic entrant. Parce que nos compatriotes essentiellement se sont ajustés. Ils ont appelé moins parce qu'ils payaient plus cher, donc ils ont appelé moins. Et le trafic international entrant en fin avril, en tout cas pour ce qui concerne Sonatel, a baissé de 25%. Pour accompagner cette mesure, l'État a décidé de faire passer l'impôt sur les sociétés de 25 à 30%, là où certaines entreprises, comme MTL, sont réfractaires. Mais il semble qu'ils devraient recevoir 42% de la surtaxe. Donc vous considérez parfaitement bien que ce soit de bonne augure que MTL se plaigne. Parce que pratiquement l'abrogation du décret peut-être lui ôte le pain de la bouche. C'est les consommateurs qui gagnent, les opérateurs, mais aussi l'État du Sénégal. En 2011, l'État du Sénégal a gagné pas moins de 180 milliards avec Sonatel sur la base de recettes fiscales, d'impôts sur les sociétés, de dividendes, droits de douane. Donc cette entreprise, plus elle est performante, plus l'État du Sénégal gagne. Cette abrogation du décret portant sur taxe sur les appels entrants devrait impacter sur les tarifs de la communication dans les mois à venir. Ces syndicalistes parlent également des milliards de plus dans les caisses de l'État.
Ibou Diouf, merci. La baisse des denrées de première nécessité à présent. Toujours pas d'accord entre les commerçants sur l'application de la mesure du gouvernement d'Abdoul Mbaye. Il reste tout de même ouvert, ces commerçants, à une large concertation autour de cette décision. C'est un sujet d'Amina Soye à Diallo. La baisse annoncée sur les prix du riz, de l'huile et du sucre tarde à s'appliquer. Au marché Castor, les commerçants évoquent différentes raisons qui font qu'ils ne peuvent pas se plier aux nouveaux tarifs. Concernant le sucre, il y a réellement problème et il faudrait le solutionner. On parle de la baisse du prix, mais le produit reste introuvable. Du coup, les clients nous indexent alors qu'on n'en est pour rien. J'ai baissé le prix du sucre, mais pour le riz, je ne peux vendre le kilogramme à 435 francs comme indiqué par les autorités. Je n'y gagnerai rien. Une situation qui n'est pas sans conséquences chez les commerçants. L'huile a également connu une baisse, mais cette baisse ne concerne que le baril. Le prix des sachets reste le même. Du moment où je ne peux vendre le kilogramme à 435 francs, je suis obligé de garder mon stock jusqu'à ce que l'État revoie les choses. Ces commerçants exigent du nouveau gouvernement une véritable concertation entre les producteurs et les revendeurs pour une baisse effective des prix de certains produits. Alors, je retrouve Cheikh Tidiane Diaw, toujours au sujet de cette mauvaise nouvelle, le décès de Jules François Bocandé. Oui, Khalifa Diakhaté, donc le Sénégal en deuil depuis hier soir avec le décès de Jules François Bocandé. Nous nous sommes rendus chez sa famille à Liberté 6. Beaucoup de tristesse et d'amertume chez les parents et proches venus présenter leurs condoléances. Je vous propose de suivre ce reportage signé Mardiang et Saïran Sadio. C'est l'émotion et la consternation chez la famille de Bocandé à Liberté 6. La nouvelle a suscité beaucoup d'amertume et de tristesse au sein de la famille. C'est vraiment... c'est une surprise parce qu'on ne pensait pas qu'arriver en France pour une opération de jambe, il allait partir. On a perdu. C'est avec beaucoup d'amertume et beaucoup de stupéfaction parce que, comme vient de le dire mon épouse, on ne s'y attendait pas. Et surtout qu'il n'est pas allé dans un état lamentable. Alors on pensait que ça aurait été qu'une formalité, qu'il allait rentrer. Très jovial, l'ancien capitaine de l'équipe nationale a entretenu de très bons rapports avec ses proches. Jules François Bocandé, c'était rien par rapport à ce que les gens voyaient du dehors. Un gars fougueux qui voulait tout gagner, mais qui était une véritable âme sensible, mais qui était profondément patriote également. Je crois que ce n'est pas un vrai mot, mais qui avait un sens aigu de la famille et de l'amitié. C'est le Sénégal qui a perdu, c'est l'Afrique qui a perdu. Il a fait don en soi au football et à tout ce qui tourne autour du football. On a le cœur meurtri parce que Jules, c'était quelqu'un d'extraordinaire. C'était un très bon coéquipier, un bon frère, quelqu'un de jovial, quelqu'un qui a un franc-parler. À 53 ans, le natif de la Casamance s'en est allé. Il laisse derrière lui une femme et 5 enfants. Voilà, donc c'était le reportage chez la famille des Bocandé. Un peu plus gai, le football sur le terrain. Les Lions du Sénégal donc, qui affrontent l'Égypte en match amical. Ce sera le 26 mai prochain. Donc ce sera la première sortie de Pierre Lechantre, nouveau sélectionneur des Lions du Sénégal. Donc c'est le président maître Augustin Senghor qui a annoncé cette affiche après les divergences avec la Fédération ivoirienne de football, puisque c'était la Côte d'Ivoire à l'origine qui devait jouer contre les Lions du Sénégal, mais les deux parties ne se sont pas entendues. La Côte d'Ivoire voulait jouer ce match à Paris, tandis que le Sénégal voulait jouer en Afrique. Et pour finir, rugby à présent, avec l'affiche de la finale de la Coupe du Sénégal qui est connue. Il s'agit de Djambar Requin. Les deux équipes qui ont remporté haut la main leur demi-finale se voient dans la peau d'outsider. Je vous propose d'écouter Adama Bahoum, Biran Kebe, respectivement entraîneurs de Djambar et Requin. Ils sont interrogés par Mardia et Chersali Boudiara.
ne peut pas dire qu'on est favori parce qu'en fait, il n'y a pas de favori. Comme je dis tout le temps, une finale, c'est une finale, ça se joue sur rien du tout. Et si tout se passe bien, je pense qu'on devrait jouer contre les Requins en finale. Et qui est une très bonne équipe, qui est une équipe très dure à jouer. Nos matchs les plus durs, on les a joués contre les Requins. On perd sur le championnat, on perd une fois, on gagne une fois. Donc ça veut dire que c'est une équipe aujourd'hui qu'il ne faut pas du tout négliger. Donc moi, je refuse ce statut de favori. Je pense que ça va être une finale qui va se disputer très, très durement. Et il faudrait que nous soyons prêts dans 2 semaines. On fait partie des favoris. C'est lui le premier favori, on est le deuxième favori. Donc on va serrer les coudes pour remporter la finale, Inch'Allah. On va se remotiver, mieux corser les entraînements. Puis maintenant, c'est le meilleur gagnera. Voilà, Khalifa Diakhaté, c'était tout pour la page des sports. On se donne rendez-vous demain. Merci, Inch'Allah. Cheikh Tidiane Diao. Et puis le départ de cette légende du football sénégalais. Nous nous y arrêtons ce soir. Jules François Bocandé qui nous a quittés ce lundi à Metz. Nous recevons sur ce plateau également une autre icône des sports au Sénégal, le doyen Abdoulaye Diaw. Juste le temps pour nous, dans 2 minutes, de regarder ce sujet de Fatima Ba et de Diafara Ba. C'est un soir du mois d'août 1985 que l'idylle entre Jules François Bocandé et l'équipe nationale du Sénégal a commencé. C'était à l'occasion du match retour Sénégal-Zimbabwe au stade Demba Diop où Bocandé avait marqué 3 buts qui ont permis au Sénégal de se qualifier pour la Coupe d'Afrique en Égypte 1986. C'est un gars qui vivait pour sa nation. Tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il entreprenait, il voulait que son cher Sénégal soit au devant de la scène. Si aujourd'hui le football est là, ça a passé par Caire 86 parce qu'on était resté 18 ans sans se qualifier. C'est par ma génération qu'on a su décrocher ce ticket-là. Et ce jour-là, c'était Jules qui nous a propulsés vers le succès en marquant 3 buts ici au stade Demba Diop contre le Zimbabwe. Et je dis tout simplement, avec le recul, que cette compétition, on l'a perdue parce que tout simplement, il y avait le manque d'expérience de l'équipe. Décrite comme une personne sincère, honnête par ses anciens compagnons, Jules François Bocandé était un incompris. C'était un très bon coéquipier, un bon frère, quelqu'un de jovial, quelqu'un qui a un franc-parler, quelqu'un de véridique, quelqu'un de sympathique, de très généreux et tout. Il faut que j'éclaircisse à la population que pour certains, ils se trompent sur l'homme. Je pense qu'il y a des incompris entre Jules et certains de la population. Là où les gens le classent, il n'est pas là-bas. Pour certains, ils ne le connaissaient pas. Ils croyaient que c'est un faiseur de malin, c'est un gars qui frime ou c'est un mauvais garçon. Non, moi je dis que c'était l'exemple typique. Amadou Diop, Boy Bandi, dénonce le manque de considération à l'égard des anciennes gloires qu'elles sont. Il avait toujours l'habitude de dire il faut arrêter parce que nous on ne peut pas tout faire, tout donner à la nation alors que les gens ne nous considèrent pas. Alors donc c'était son combat. Moi c'est ce que je déplore parce qu'aujourd'hui tu as tout donné à la nation. Tu as représenté la nation partout, tu as essayé de défendre les couleurs nationales. Donc, mais au finish, ici, les gens essayent de t'écraser. Les témoignages fusent, alors qu'il a été écarté en équipe nationale ici, tout le monde l'a su. Alors que ce dernier a tout donné. Nous, ici, dans notre cher pays, mais des fois même en venant au stade, on te demande le billet. Quelques jours après le décès de l'ancien attaquant nigérian Rachidi Yekini, l'Afrique vient de perdre une autre légende du football. Jules François Bertrand Bocandé est décédé à l'âge de 53 ans. Eh oui, image extraordinaire d'un garçon particulièrement courageux. Fatima Ba, merci. Sur ce plateau, une icône également de la sphère sportive sénégalaise, le doyen Abdoulaye Diaw, bonsoir. Khalifa, bonsoir. Alors, nous parlons aujourd'hui d'une véritable légende, Jules François Bocandé. D'abord, nous arrêter sur ses traits de caractère, d'abord sur le terrain et en dehors du terrain. On aurait pu presque parler de 2 personnages différents. Simplement parce que Jules est un gagneur. Et sur le terrain, il est très déterminé, très engagé. Rigoureux, d'abord sur sa propre personne, avant
de se montrer rigoureux vis-à-vis de l'adversaire. C'est quelqu'un qui aimait gagner, c'est quelqu'un qui s'investissait dans ce sens et qui donnait le ton pour cela. Je me souviens, nous sommes restés très longtemps en dehors des compétitions africaines. Un jour, il a dit, mais il est temps que nous collions au peloton. Il y a eu des générations qui avaient du talent, mais qui manquaient de cœur. Alors, il faudra que nous nous battions pour cela. 68, 86, 18 ans, c'est long. Jusqu'au soir du 1er septembre 85, ce soir-là, on l'a vu marquer 3 buts, propulser le Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'était vraiment la renaissance du groupe. Un groupe qui n'avait jamais connu la Coupe d'Afrique des Nations, le football sénégalais qui venait recoller au peloton. Après 18 ans de purgatoire, c'était beaucoup. Et voilà ce qui explique la fougue que Bokandé avait affichée tout au long des sorties pour ramener le Sénégal sur l'échiquier. Jules-François Bokandé, doyen, également le patriote, on se rappelle de cette anecdote, il a trouvé le moyen, Jules-François Bokandé, de prendre un carton rouge, puisque son équipe Metz à l'époque avait refusé de le libérer pour sa participation à un match de l'équipe nationale du Sénégal. C'est un geste quand même pas commun. Très juste, Khalifa, parce qu'à l'époque, on jouait à une période où les professionnels restaient encore liés au club. Ils n'avaient pas le droit, comme on dit, de partir quand ils le voulaient. Je me souviens, pendant un moment d'ailleurs, vous n'aviez droit qu'à 2 professionnels. Bon, jusqu'au moment où Jules avait compris que le moment était opportun. Il fallait, comme on dit, se mettre en sécurité pour mieux préparer Sénégal-Zambie. Il s'en était pris à l'arbitre, quelques propos aigres-doux pour se faire sortir et venir se mettre à la disposition de l'équipe nationale. Du côté des Messins, le président Carlo Molinari avait bien pris ça. Ça l'a amusé. Et voilà comment Jules s'est davantage impliqué pour son club. Parce que, je connais certains dirigeants qui certainement auraient sévèrement sanctionné ce choix de Bokandé. Carlo Molinari l'avait compris. Et voilà comment, c'était sans suite. Et Bokandé de venir jouer ce match. Et comme il l'avait réussi, Metz, les Messins, toute la Lorraine était aussi contente pour le Sénégal de voir l'équipe de Jules Bokandé recoller au peloton des grands Africains. Alors, doyen, pour parler de l'homme en dehors des stades, Jules-François Bokandé qui a besoin d'aide parce qu'il est malade alors qu'il a dû ramasser beaucoup d'argent tout le long de sa carrière. Ce n'est pas parce que Jules-François Bokandé a tout claqué comme on aurait pu le penser, mais juste parce qu'il avait le cœur sur la main, Bokandé. Oui, Bokandé c'était quelqu'un qui n'aimait même pas être assisté. Si discret qu'il ne l'aimait pas. C'est vrai qu'il a été professionnel. De leur temps, il ne gagnait pas autant d'argent que les footballeurs d'aujourd'hui. Bon, c'est vrai que le professionnalisme d'il y a 20 ans, 30 ans, juste pour satisfaire les besoins de l'heure. Absolument. Alors, Jules, ce dont je suis sûr, il ne s'attendait pas à cette situation. Il est allé de lui-même à l'hôpital. C'est déjà arrivé, je me souviens, le cas Jean-Pierre Adams, c'était également la même chose. Mais c'était son heure. C'était son heure et nous gardons de lui le souvenir de quelqu'un qui s'est battu jusqu'au dernier moment, Jules Bokandé. Et vous avez entendu tout à l'heure le témoignage de ses proches, Amadou Diop, Joseph Koto. On ne peut pas mieux situer Bokandé que Joseph Koto, que Amadou Diop. Alors, il laisse un souvenir radieux à son pays, à tous ceux-là qui l'ont aimé, depuis Metz, depuis Nice, depuis Lens, depuis Paris Saint-Germain. Et il est entré, je le disais tout à l'heure, dans le cercle des éternels, pour tout ce qu'il a eu à faire, et pour son pays, et pour le football. Et également, au sujet de la crise casamançaise, Jules-François Bokandé, originaire du Sud, capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, il était donc le symbole de l'union fraternelle, disons naturelle des cœurs, qui aurait dû prévaloir. Oui, Jules, il s'est beaucoup investi d'ailleurs pour ce que je dois appeler la réconciliation de l'ensemble des Sénégalais, permettre aux Casamassés de s'identifier à leur sénégalité. Je me souviens, il a même programmé un match de l'équipe nationale du Sénégal à Ziguinchor. Le Sénégal a reçu la Tunisie
à Ziguinchor. C'était quelqu'un de discret, mais il a longtemps travaillé pour le rapprochement et des Casamancés et du reste du Sénégal. Pour ça, certains lui ont collé d'ailleurs le grade d'ambassadeur. Et ceci, il le faisait en toute discrétion. C'était aussi cela, Bokandé. Vous le voyez sur le terrain, il peut être très agité. En dehors du terrain, il est très calme et très efficace. Il a longtemps travaillé pour l'unité du Sénégal. Un jour, c'est vrai, on reviendra sur ce qu'il a eu à faire, parce que ce dont je suis sûr, ce n'est pas un effort vain, tout ce que Bokandé a eu à faire avant de retourner à Dieu. Alors pour terminer, le doyen Abdoulaye Diao, on le sait, vous faites en tout cas tout ce qui est en votre possible, à votre échelle, pour rendre hommage aux anciennes gloires, notamment avec l'émission que vous animez sur cette antenne Niawon Dembe. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites à El Hadj Malick Gakou au sujet justement du sort des anciennes gloires? Nous avons entendu Boy Bandi tout de suite le dire. Ils sont souvent laissés à eux-mêmes. Je remercie Malick Gakou pour ce qu'il a déjà eu à faire pour ces anciennes gloires. Simplement parce que Malick, c'est un passionné de football. Il n'a pas attendu d'être ministre des Sports pour s'impliquer dans le quotidien du football. Il était président de club, Guédiawaye Football Club. Pendant longtemps, il a payé des salaires. Et c'était pour faire du social. Parce que Malick, Mbaye Diouf Dia et d'autres dirigeants, Augustin Senghor, ont compris qu'il leur faut aussi faire du social. Ce sont des jeunes qui ont choisi de faire du sport pour certainement gagner la bataille de la vie. Et ce qu'ils font aujourd'hui sous la bannière professionnelle, ils le faisaient pendant que le football était amateur. Juste l'appellation a changé. Voilà d'ailleurs pourquoi de temps en temps, vous voyez des jeunes piquer une grève ou je ne sais quoi. C'est simplement parce que maintenant, comme ils sont devenus professionnels, il faudrait que le salaire tombe régulièrement. Alors, ces dirigeants le font. Et voilà comment j'ai été amené à dire un jour que les dirigeants sénégalais sont très méritants. On leur demande de venir gérer le déficit. Et rien que pour cela, ils s'y attellent globalement et de la meilleure des manières. Vous parlez d'anciens professionnels qui, à la fin de l'exercice, battent de l'aile. Ils ne sont pas malheureux, nos anciens footballeurs. Ils ne sont pas malheureux. C'est vrai que ce qu'ils réclament, c'est un dû. Qu'est-ce qu'ils réclament? Une reconnaissance. Une reconnaissance, tout simplement. Juste une reconnaissance. Quelle reconnaissance? Les accompagner dans cette reconversion. J'ai vécu une époque où, quand il s'agissait d'envoyer des sportifs en stage, on adressait un courrier à leur club, Gorée, Jeanne d'Arc, Saint-Louisienne, Foyer France-Sénégal, Sporting de Kaolack, pour les préparer à cette reconversion. Des stages qui sont au départ ouverts aux anciennes gloires. Voilà ce qu'ils réclament, les anciennes gloires. Parce qu'au Sénégal, on ne s'attelle pas à l'après-football, à la reconversion de ces footballeurs. Parce que tout footballeur qui arrête après la trentaine, mais il devient un jeune entraîneur pour le futur. Il faut les préparer à cela. Et voilà ce que ces footballeurs-là réclament. Ils ne demandent pas de l'argent compté, mais qu'on les accompagne dans cette reconversion. Parce que quelqu'un comme Bokandé, comme Boubacar Sarr-Lokot, je me souviens, quand un stage avait été programmé en Allemagne, ils ont amené l'équipe et quand ils sont arrivés sur les lieux, les Allemands étaient contents de les voir à la tête de ces garçons. Absolument. Et je me souviens, à l'époque, ils avaient dit à Ibou Ndaw Kébé, secrétaire général de la fédération, vous avez fait un bon choix. Vous êtes sur la bonne voie. Comme ça, au moins, c'est sûr que la race ne sera pas éteinte. Lokot et Bokandé à la tête de ces garçons qui s'identifient à eux, qui constituent des modèles pour ces garçons. C'est comme ça que vous produirez d'autres Bokandé, d'autres Lokot. Parce que tout ancien footballeur doit être, comme on dit, récupéré et orienté vers ces instances. Comment? En faisant passer un ou des diplômes à cela. Bokandé s'attelait au passage du diplôme jusqu'au moment où il est tombé malade. Parce qu'il avait compris, finalement, qu'il se devait de le faire pour répondre à l'appel de l'heure. Mais d'autres prendront le relais. Ses amis sont là. Koto est entraîneur national. Amadou Diop va s'y engouffrer. Les Léopold Diop sont là. Et tant d'autres qu'il faut aider à la reconversion. Roger Mendy est rentré. Il faut les récupérer pour les mettre dans l'antichambre de l'essentiel. Les pousser à passer des stages sous d'autres cieux, dans d'autres pays. Les Roger Mendy, les Oumar Guessène, on va les chercher, on les met quelque part pendant un mois, on les oriente vers la licence, vers le premier degré ou le deuxième degré. C'est comme ça que le football garde ses acquis
et la race est préservée. Merci, doyen Abdoulaye Diaw. Khalifa, merci bien. Je n'ai aucun plaisir à vous arrêter. Quand vous parlez de football, le doyen Abdoulaye Diaw, une légende vivante des sports, du football sénégalais, qui nous parlait de cette légende qui restera jamais gravée dans nos mémoires. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.